Bonjour Timothée, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire qui portera en priorité sur les modalités de financement d'une formation. Donc, un sujet, ma foi, fort intéressant pour beaucoup qui s'interrogent de savoir comment faire financer une formation. Donc, nous allons tenter de vous apporter un maximum d'éléments, un maximum d'informations pour favoriser ces différents financements en fonction des formations. Ça sera en particulier la thématique de notre sujet aujourd'hui. Nous parlerons de tout cela plus en détail, bien sûr, un peu plus tard. Bien avant, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire se déroule dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, semaines qui ont commencé depuis le lundi 10 octobre et qui s'achèveront ce vendredi 21 octobre. Voilà. Pour faciliter notre échange, quelques recommandations. Sachez que vous pourrez poser vos différentes questions via l'onglet questions. Et puis, vous pourrez aussi voter si une question vous apparaît fort importante et qu'il faut absolument d'une réponse par rapport à elle. Vous n'hésitez pas à vous voter par rapport à cette question, ainsi elle viendra en haut de liste. Et Timothée, qui est mon collaborateur précieux, sera un plaisir de me relayer ces questions ou directement de vous répondre par écrit. Donc, privilégiez les questions, l'onglet questions pour à cet effet. Donc, je rappelle, nous sommes dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui a été pensée, organisée par des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Ces opérateurs sont composés de l'APEC, le réseau EVA, le groupement évolution que je représente aujourd'hui, la BGE Guyane également en TARH Corse et Axis Martinique. Donc, organiser ces semaines de l'évolution professionnelle, bien sûr, en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Donc, nous sommes dans un événement 100% digital, un événement gratuit qui est accessible à tous et au cœur même des différents webinaires thématiques sera l'évolution professionnelle. Il y a plus d'une centaine de webinaires et puis tout plein de thèmes également, ma foi, fort intéressants dans le cadre d'un projet de reconversion ou simplement un projet d'évolution professionnelle. Avant d'aller plus loin, on va s'arrêter quelques instants, histoire de faire connaissance. Je me présente d'abord. Je suis Darlène Désir, je suis conseillère dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et j'interviens pour le compte du groupement Évolution, donc sur la région Hauts-de-France. Bonjour à toutes et toutes, je suis donc Timothée Potier, chargé de mission et support informatique sur le CEP. Je vais aider Darlène dans ce webinaire en lui relayant toutes vos questions. Je pourrai vous y répondre également par écrit. Voilà. N'hésitez pas à bien utiliser l'onglet questions. Merci beaucoup Timothée de le rappeler. Je sais que tu fais cela très bien, tu réinterpelles les salariés, en tout cas les personnes qui participent, à pouvoir poser leurs questions et puis aussi tu réponds comme ça fluidifie dans tout état de cause l'échange. Merci pour ta précieuse collaboration et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je veux me former, voilà, donc ça c'est un objectif qui a été ciblé. Pour autant, comment faire financer ma formation? Nous allons tenter aujourd'hui de voir différentes modalités de financement. On parlera du CPF, je crois que c'est ce qui est le plus connu, le compte personnel de formation. Beaucoup s'interrogent comment l'utiliser, je n'ai pas suffisamment de droits formation et pourtant j'ai ciblé une formation qui pourrait être intéressante pour moi, comment financer cette formation. Nous parlerons du PTP, le projet de transition professionnelle, du dispositif démissionnaire, du dispositif transition collectif, également du plan de développement des compétences, la PROA, le FAF, l'AIF et les FNE. Voilà, donc tous ces, on va dire, dispositifs là que je vous présente, ce sont des dispositifs qui permettent de financer une formation. Maintenant, dans quel cadre, quelles sont les limites, comment cela peut se déployer. On essaiera de s'arrêter sur toutes ces informations et si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas pour que vous puissiez sortir de ce webinaire avec, on va dire, un maximum d'éléments et peut-être préciser ce parcours ou cette mise en œuvre en vous faisant accompagner par un conseiller en
conseil en évolution professionnelle. Le compte personnel de formation. On va voir déjà ce que c'est, quelles sont ses limites, comment le trouver et surtout, comment est-ce qu'il se constitue. Alors, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà la formation, vous avez pour la plupart d'entre vous un compte personnel de formation. Nous notons que dès lors que l'on va rentrer dans la vie active, effectivement, on pourra avoir un compte personnel de formation. Maintenant, selon le statut de l'actif, il y aura, on va dire, des plafonnements, des fonds, soit en euros, soit en heures, pour pouvoir favoriser la mise en œuvre, en tout cas le financement d'une formation. Alors, en ce qui concerne les salariés, notamment les salariés qui sont sur un contrat de droit privé, leur compte sera alimenté de 500 € par année pour un temps complet ou encore un temps partiel. Tout ça, pareil, sur une année complète. Maintenant, en dessous d'un mi-temps, la somme sera calculée au prorata du nombre d'heures de travail. Pour les salariés qui ont un niveau de qualification inférieur au niveau 3, donc inférieur au CAP, eux, ils verront leur compte personnel de formation être alimenté de 800 € par année. C'est aussi le cas pour un salarié qui sera en situation de handicap. Donc, tous salariés qui ont un niveau de qualification supérieur au niveau 3, donc au niveau CAP, ils auront 500 € par année. Et tous les salariés qui ont un niveau de qualification inférieur ou qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle communément une RQTH, ils auront un abondement sur leur compte à hauteur de 800 €, bien sûr, au prorata du temps de travail sur l'année. Maintenant, le compte personnel de formation, il est plafonné. Alors, soit à 5 000 € pour ceux qui ont 500 € par année, soit à 8 000 €. Voilà. Autrement dit, si vous n'utilisez pas vos droits formation et que vous avez atteint ce plafond, même si la déclaration est faite par votre employeur et que vous continuez à cotiser, votre compte personnel de formation, il ne sera pas alimenté, il ne va pas dépasser dans tout état de cause ce plafond. Donc, il est important de pouvoir effectivement faire travailler le compte personnel de formation, utiliser les droits formation pour pouvoir tout simplement réactualiser, réactiver et alimenter de nouveau le CPF. Ça, c'est pour les salariés qui sont sur des contrats de droit privé. Leur compte est en euros. Les travailleurs non salariés. Donc, pour les travailleurs non salariés, pareil, ils ont 500 € par année et ça, quel que soit leur niveau de qualification. Par contre, pour que le travailleur, alors ça arrive depuis août 2020, ils le voient apparaître sur leur compte. Par contre, pour que le travailleur non salarié puisse bénéficier de cette somme, de ces droits formation, il faut qu'il soit à jour de ses versements CFP, ne pas confondre avec le CPF. Donc, le CFP, c'est la contribution à la formation professionnelle. Voilà. Donc, le montant, pareil, il est de 500 € au prorata du nombre d'heures d'activité déclarées pour l'année. Et on va faire un petit laïus juste pour les publics, on va dire, de la fonction publique, donc les agents publics ou encore les contractuels. Leurs droits sont en heures, voilà, donc à hauteur de 25 heures par année. Pareil, sur du temps plein ou du temps partiel sur une année entière. Pour tous les agents, par contre, qui seront de la catégorie C, leurs droits en heures seront de 50 heures par année, toujours sur du temps plein ou du temps partiel. Maintenant, en dessous de mi-temps, ces agents de la fonction publique retombent à 12 heures par année. Voilà. Et l'alimentation se fait automatiquement par la CDC, qui est la Caisse des dépôts, au début de l'année suivante. Voilà un peu comment est alimenté votre compte personnel de formation pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi parfois j'ai 500 €, parfois j'ai moins. Voilà, si je n'ai pas eu une année entière d'activité, j'en aurai moins. Certains ont 800, d'autres pas. C'est en fonction du niveau de qualification ou du fait peut-être que l'on aurait pu avoir une RQTH. Voilà. Il y a des questions, Timothée? Non? Ça va? Oui, je peux continuer? J'ai quelques petites questions, Darlène.
Est-ce qu'il est possible de convertir les heures du public en euros? Oui. Alors, si vous avez une activité, alors en général, lorsque l'on a un double statut, où on a eu un statut sur un contrat de droit privé, on a travaillé sur du privé. Entre-temps, on a collaboré avec une structure, on va dire, publique. Il y a la possibilité de transformer directement, de convertir directement via le compte personnel de formation. Quand vous allez sur votre compte personnel de formation, vous verrez automatiquement un onglet conversion. Donc, vous pourrez soit convertir vos droits heures en euros ou vos droits euros en heures. Maintenant, il y a aussi des limites à cela. Si je suis toujours, on va dire, dans la fonction publique et que mon contrat de travail fonction publique est supérieur au nombre d'heures que j'ai dans la fonction privée, je ne peux pas faire le transfert. D'accord. Donc, si par contre j'ai quitté la fonction publique déjà et que je suis dans le privé, oui, je peux faire le transfert public vers privé, privé vers public sans aucun problème. Donc, si vous êtes limité, que vous n'arrivez pas à faire ce transfert, c'est certainement parce que vos heures dans le contrat, hein, soit privé ou public, est supérieure au transfert vers lequel vous voulez envoyer vos droits formation, convertir vos droits formation. J'ai répondu à la question, j'ai été claire. J'ai un peu bafouillé, mais j'espère avoir été claire quand même hein, par rapport à cela. As-tu d'autres questions, Timothée? C'est tout, merci. Ok. Voilà, donc nous continuons. Donc le CPF, quelles sont maintenant les formations qui peuvent être financées par mon compte personnel de formation? Ce sont des formations qualifiantes. Et par là, on entend des formations qui sont inscrites au RNCP ou au RS. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Les RS, ce sont des répertoires spécifiques de France Compétences. Sur le RNCP, vous trouvez toutes les formations qui sont reconnues par l'État français, tout simplement, et qui sont homologuées. Vous pourrez également financer un bilan de compétences avec votre compte personnel de formation, valider essentiellement des blocs de compétences. On peut comprendre qu'il y a une certification avec plusieurs blocs de compétences et vous vous dites, OK, d'accord, ce bloc, je l'ai déjà validé, je l'ai déjà validé dans un autre cadre, je peux utiliser mes droits, formation inscrits sur mon CPF essentiellement pour certains blocs de compétences. Également, pour financer un permis, que ce soit un permis B, un permis poids lourd, hein, je peux utiliser mes droits de formation, tout ce qui concerne la création d'une entreprise, par exemple, j'utilise mes droits de formation pour pouvoir participer à des formations préalables à la création, des formations qui sont liées à des missions bénévoles, etc. Pour la VAE, pareil, hein, la VAE, je peux financer mon accompagnement via mon CPF. Donc, cet accompagnement, il peut être financé par ce biais, ou si je suis salarié, je peux également faire une demande de financement avec un forfait que proposent les transitions pro. Voilà, donc pareil, hein, si je suis en VAE, je peux bénéficier d'un congé VAE. C'est une période qui est considérée comme du travail, hein, donc notamment pour le calcul de votre ancienneté dans l'entreprise. C'est un congé d'une durée de 24 heures maximum, étalé sur plusieurs semaines, hein, si vous le souhaitez. Voilà, donc si vous souhaitez plus d'informations par rapport à la VAE et le congé VAE, n'hésitez pas à vous rapprocher dans CEP, le conseil en évolution professionnelle. Et puis aussi, vous pouvez toujours, on va dire, financer hein, votre certification CLEA par le biais de la VAE, de votre compte personnel de formation, ou encore faire aussi pareil une demande auprès des transitions pro pour ce financement. Donc je rappelle, hein, CLEA, c'est une certification de compétences et de qualification professionnelle qui est reconnue par le monde professionnel et qui permet d'attester tout simplement de la maîtrise des connaissances et des compétences d'un salarié, d'une personne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai quelques questions. Peut-on mobiliser son CPF si on est fonctionnaire en disponibilité? Alors, c'est pareil. Hein. Si on est fonctionnaire, forcément, notre CPF est en euros, en heures. Et dans ce contexte-là, effectivement, il faut se rapprocher de son employeur. Puisque c'est lui qui va débloquer. Et question complémentaire à celle-ci, est-ce qu'on peut cumuler un CPF public et un CPF privé et aller jusqu'à leur plafond?
Ah oui, tout simplement. Voilà. Donc, si effectivement j'ai une part de droit formation en euros et une part de CPF en heures, je fais simplement la conversion heure vers euro, si j'en ai la possibilité, hein, selon le contexte que je donnais tout à l'heure, et j'ai mon montant et je peux l'utiliser, bien sûr. Par contre, si effectivement, je rappelle, hein, si mon contrat public est supérieur à mon nombre d'heures de contrat privé, je serai limité et là, je serai obligé de solliciter mon employeur pour débloquer la part publique. Et on peut aller aux deux plafonds. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fin du plafond? Ah, j'ai compris la question. J'ai compris la question. En fait, le CPF, que ce soit du contenu public ou privé, c'est 5 000 euros. Donc, on peut aller jusqu'au. Alors, les deux cumulés hein, font 5 000 euros maximum. D'accord. D'accord. Il n'y a pas un CPF privé de 5 000 euros et puis un CPF public de. Voilà, pour le montant que ça fera et que j'atteigne un plafond cumulé de ces deux-là. Donc, c'est vraiment 5 000 euros maximum. OK. De CPF. Très bien, C'est bon? merci. C'est plus clair? C'est plus Merci clair. Timothée. Ok, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas à m'apporter des précisions dans tout état de cause. Alors, nous disions donc les modalités de mobilisation du CPF. Hein, je veux suivre une formation hors temps de travail. Voilà. En général, je peux effectivement utiliser mes droits formation, notamment si j'ai suffisamment de droits formation pour pouvoir financer la formation que j'ai envisagée, que j'ai ciblée. Donc là, aucun souci. Et j'ai pas envie de parler de mon parcours à mon employeur. Effectivement, je mobilise mon CPF puisqu'effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et l'organisme de formation, bien sûr, si ce n'est la Caisse des dépôts et de consignation qui fait les transferts de fonds. Maintenant, si je souhaite, par contre, faire une formation pendant mon temps de travail en mobilisant mon CPF, dans ce contexte-là, nous allons y revenir tout à l'heure, il y a un autre dispositif qui permet de favoriser cette prise en charge. On va s'arrêter sur trois thématiques assez intéressantes pour pouvoir, on va dire, augmenter les droits à la formation. Ce sont des possibles hein, que l'on peut avoir. Alors, les abondements, par exemple, qui sont liés par rapport à des dispositifs. On va parler de trois dispositifs, notamment le C2P, le compte professionnel de prévention. Le compte professionnel de prévention va apporter, on va dire, un certain nombre de points. Ce sont souvent des personnes qui ont été sur des métiers pénibles hein, ou des métiers de nuit. Donc, effectivement, ils vont cumuler des points pénibilité. Chaque point pénibilité équivaut à 365 euros. Donc, si une personne voit qu'elle souhaiterait faire une formation, que sur son compte personnel de formation, elle n'aurait peut-être que 1 200 euros, qu'elle a identifié une formation qui coûte 3 000 et quelques euros, elle peut effectivement solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il lui établisse une attestation sur le caractère sérieux du projet et ainsi pouvoir faire une demande de déblocage des points pénibilité qui vont être transférés en euros sur le compte personnel de formation et ainsi favoriser le financement de cette formation. D'accord ? Donc, les points pénibilité, le compte personnel de prévention. Il y a une autre modalité également, c'est l'abondement que l'on appelle communément ATMP, c'est accident du travail, maladie professionnelle. Les salariés, effectivement, qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient en effet d'une somme supplémentaire forfaitaire de 7 500 euros qui peut être mobilisable en une fois ou en plusieurs fois. Donc, cette somme pourra permettre tout simplement de participer à une formation pour leur reclassement. Donc, on peut également compléter la somme du CPF via cette modalité. On va s'arrêter également un petit peu sur le CEC, le compte d'engagement citoyen. Parfois, on l'oublie. Ce sont surtout les bénévoles. Hein, donc, savoir que l'on peut effectivement, en tant que bénévole, bénéficier d'un forfait de 240 euros par année pour compléter les droits formation. Alors, notez que seuls les bénévoles associatifs
doivent en fait réaliser cette déclaration de leur activité, parce que pour les autres qui réalisent des activités de volontariat, de réservistes ou de maîtres d'apprentissage, leur organisme de rattachement réalise déjà la déclaration auprès de la Caisse des dépôts au début de l'année suivant celle où l'activité a été exercée. Donc, ils n'ont pas de démarche particulière à réaliser. Mais la démarche pour le bénévole associatif, il doit déclarer son activité sur le compte bénévole entre le 1er janvier et le 30 juin suivant l'année de l'exercice. Okay, et ensuite, son compte sera effectivement alimenté l'année d'après. Voilà pour le compte d'engagement citoyen. Donc, si vous avez effectivement, vous êtes bénévole, hein, n'hésitez pas à mobiliser, on va dire, cette modalité pour pouvoir encore compléter votre CPF. Dotation. Alors, les dotations employeurs également, hein, les employeurs peuvent participer, on va dire, à la formation de leurs salariés. On parle de dotation volontaire, donc c'est vraiment une participation volontaire de la part de l'employeur. À ce stade, il n'a aucune obligation et c'est pour lui aussi un moyen d'inciter son salarié à se former. Donc, il peut effectivement participer, compléter le reste à charge d'un salarié qui aurait identifié une formation, bien sûr, souvent des compétences qui sont mobilisées au sein de l'entreprise. Il y a également les dotations obligatoires pour les salariés licenciés. Alors, dans le cadre des dotations obligatoires, le salarié peut bénéficier jusqu'à un versement de 3 000 € s'il s'agit d'un licenciement, par exemple, pour refus de modification du contrat de travail dans le cadre d'un accord de performance collectif. Donc, il peut encore avoir jusqu'à 3 000 €. Vous avez aussi les droits correctifs qui peuvent favoriser une dotation. C'est souvent pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et pareil, jusqu'à un versement de 3 000 €. Par exemple, si au bout de 6 ans d'activité dans l'entreprise, vous n'avez pas eu d'entretien professionnel tous les 2 ans, et de fait, il n'y a pas pu y avoir de progression professionnelle, de progression salariale ou d'action de formation, effectivement, l'employeur peut verser cette somme de 3 000 € sur votre compte personnel de formation dans le cadre de droits correctifs. Et puis, vous avez aussi les droits supplémentaires, et souvent, ils arrivent dans le cadre d'un accord collectif qui prévoit une alimentation plus favorable de votre CPF que ce qui est prévu par la loi, mais c'est vraiment par rapport à la branche collective. Voilà. Donc, juste pour donner quelques détails, après, c'est vraiment quelques informations globales. Si vraiment vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'un de nos conseillers. On va continuer les abondements. Donc, vous avez des abondements sur instruction, tout simplement, donc souvent par Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui fait ce type d'abondement, ou les abondements qu'on appelle automatisés. C'est parce que celui-ci est automatiquement sans instruction lié au dossier. Et lorsque vous allez sur votre CPF, vous voyez cette attribution de manière automatique et vous voyez également les différents financeurs, souvent la région, l'État, l'OPCO, qui peuvent effectivement participer au financement d'une formation, soit parce que vous n'avez pas suffisamment de droits formation, ou voilà. Dans tout état de cause, lorsque vous consultez vos fiches, si vous percevez pas cette information sur votre compte personnel de formation, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas éligible à cet abondement automatisé. On avance. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va, Timothée? Oui, on peut avancer. J'ai quelques questions pour toi, Darlène. Je t'en prie. Alors, le dispositif Cléa, est-ce que c'est un dispositif utile si on n'a pas de diplôme? Enfin, oui, la personne nous dit c'est surtout un dispositif utile si on n'a pas de diplôme. D'accord, c'est ce qu'elle confirme. Oui, bien sûr. Le dispositif Cléa, une personne qui n'a pas de diplôme et qui a eu des compétences, effectivement, en passant par ce dispositif, cela lui permet d'avoir une certification professionnelle pour pouvoir justifier de ses compétences dans différents domaines attendus sur le marché de l'emploi ou attendus par les recruteurs. C'est exactement ça, je confirme. Très bien, merci. Okay. Et donc, une personne qui est déjà diplômée et Cléa n'est pas forcément le meilleur dispositif. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut trouver une formation mobilisable par le CPF ailleurs que sur le site moncompteformation.fr?
Oui, bien sûr, les formations, je le disais tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à consulter le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des formations autorisées dans le CPF pour le bénévolat? Je ne sais pas ce que cette personne entend par des formations sur le CPF autorisées pour le bénévolat. Vous avez une liste de formations sur votre CPF. Si l'une de ces formations vous intéresse, bon, ben, vous vous inscrivez dessus pour pouvoir la suivre, peu importe la finalité que vous en aurez. Très bien. Et N'oubliez pas que ce sont vos droits formation, vous avez cotisé pour, cette somme vous appartient et vous allez vers la formation qui vous intéresse. Voilà, peu importe la finalité de ce parcours de formation. Très bien, merci. Et est-ce qu'on peut cumuler des heures, enfin des euros CPF, pardon, en tant que bénévole? Non, le CPF, c'est vraiment sur des activités de travail. Hein. C'est vraiment, on va dire, j'ai travaillé, j'ai cotisé, et donc de fait, une déclaration est portée par rapport à cela pour que je puisse alimenter mon compte personnel de formation. Pareil, hein, une personne demandeur d'emploi, elle a été active, hein, donc c'est quand elle est active, effectivement, elle a cumulé des droits formation. Dès lors qu'elle devient demandeur d'emploi, elle ne peut plus alimenter son compte personnel de formation tant qu'elle n'aura pas trouvé un contrat de travail. Donc le bénévolat, pareil. Très bien. Et est-ce qu'on peut mobiliser son CPF quand on est demandeur d'emploi et doit-on obtenir l'accord préalable de Pôle emploi? Alors, concernant l'utilisation de son CPF, tout dépendra si vous avez déjà un projet personnalisé initié avec Pôle emploi. Maintenant, un demandeur d'emploi peut ne pas être suivi par Pôle emploi pour X raisons. Effectivement, soit parce qu'il n'est pas, on va dire, indemnisé, il n'en trouve pas le bénéfice. Effectivement, il peut mobiliser son compte personnel de formation. Maintenant, si je suis déjà rentrée dans le cadre d'un projet professionnel, il vaut mieux effectivement en discuter avec Pôle emploi qui peut-être pourra trouver d'autres sources de financement qui empêchera que l'on puisse utiliser les droits de formation, bien sûr. Très bien. Et si ma formation se déroule sur mon temps de travail, est-ce que l'employeur peut refuser ma demande d'absence? Eh ben, ça tombe bien puisqu'on y arrive dessus. On va parler du PTP, le projet de transition professionnelle, qui effectivement est un dispositif. Donc, on va déjà le décrypter, à quoi ça sert, qui peut en bénéficier, quelles sont les démarches à réaliser pour en bénéficier, quelles sont les formations possibles et quelles sont les prises en charge financières. Donc, c'était une belle question de transition, on dira. Notez que le PTP le projet de transition professionnelle, a été créé dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et le PTP, en fait, il permet à un salarié qui a un projet réel et sérieux de pouvoir s'absenter de son poste de travail pour partir en formation. Maintenant, il y a effectivement des critères d'éligibilité. Il faut que cette personne puisse justifier de 24 mois d'activité professionnelle, dont 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à qui elle fera la demande d'autorisation d'absence, donc pouvoir justifier de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Il faut également que cette demande d'autorisation d'absence soit suivie d'un certain délai. Il est encadré, donc si la formation est inférieure à 6 mois, donc faire une demande d'autorisation d'absence au moins 60 jours avant le début de la formation. Si la formation est égale ou supérieure à 6 mois, faire une demande d'autorisation d'absence 120 jours avant le début de la formation. Maintenant, une fois que vous avez respecté ces deux critères, autrement dit, j'ai 12 mois d'ancienneté dans mon entreprise, j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence dans les délais requis, partant de là, l'employeur ne peut pas refuser de vous laisser partir en formation. Alors, on va bien, c'est subtil, je sais, mais là, je parle bien de refus. Par contre, l'employeur pourrait reporter de 9 mois maximum votre départ en formation. Par exemple, s'il peut justifier que 2% de l'effectif de l'entreprise est déjà sur un PTP, donc effectivement, il vous dira, voilà, je reporte votre formation, maximum de 9 mois. Il faudra identifier donc une autre date de session de formation
pour pouvoir faire votre formation, ou encore si c'est une entreprise de 100 salariés, de moins de 100 salariés, et qu'il y a déjà une personne sur le dispositif, effectivement, l'employeur pourra reporter votre départ en formation, ou encore que la date prévue pour cette formation et l'absence de votre main-d'œuvre à ce moment-là risque de compromettre sérieusement l'activité économique de l'employeur. Il peut effectivement reporter cette demande de financement. Donc, je parle bien de report. Cela suppose qu'il n'y a pas d'autres demandes d'autorisation d'absence à faire. Il faudra simplement en informer l'employeur, dire que voilà, j'ai trouvé une autre session de formation qui va commencer à telle date. D'accord ? Donc, l'employeur, dès lors que vous respectez les critères d'éligibilité, j'ai 12 mois d'ancienneté, j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence dans les délais, l'employeur ne peut pas refuser, il ne peut que reporter, avec les éléments que j'ai évoqués qui justifient ce report. Ensuite, qui peut bénéficier ? Les salariés en CDI, j'ai déjà donné le contexte. Les salariés en CDD, pareil, pouvoir justifier de 24 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières années, et puis être dans un contrat de CDD d'au moins 4 mois. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, la personne est toujours en poste, elle fait sa demande de PTP pendant qu'elle est en poste, et elle doit par contre commencer sa formation au moins maximum 6 mois après sa fin de contrat de CDD. Okay. Alors, l'avantage, vous me direz quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que cette personne, pendant son PTP, celui qui est en CDD notamment, c'est que pendant son PTP, sa formation, plutôt que de percevoir des allocations chômage, elle percevra effectivement le salaire de son dernier contrat. C'est également, on va dire, un dispositif pour les intérimaires, 1600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, les intermittents du spectacle également. Voilà, donc pouvoir, en fonction du nombre de cachets, du nombre de jours de travail ou de cachets qu'il a eu sur les 2 à 5 dernières années, il peut également bénéficier d'un PTP. Maintenant, a-t-il des questions ? Non. Oui, tu as des questions, Timothée ? J'ai quelques questions, Darlene, effectivement. Où peut-on trouver les formations qui préparent au métier porteur ou d'avenir ? Ça m'amuse parce qu'il y avait juste un webinaire. Alors, n'hésitez pas, demain après-midi, j'ai un webinaire sur les métiers porteurs. Comment les identifier ? On vous mettra tout plein de liens là-dessus pour pouvoir les identifier, en tout cas avoir les sources fiables. Pour autant, rapidement, vous pouvez les trouver, la liste des métiers porteurs, vous pouvez les trouver sur les sites de votre région, sur le site de votre région, ou encore tout simplement sur les sites de Transition Pro, sur les sites de France Compétences. Voilà. Et si vous voulez vraiment beaucoup plus d'informations par rapport à ce sujet, découvrir les métiers porteurs, n'hésitez pas, demain, on va y revenir. Voilà, et puis vous aurez des liens par rapport à ça. D'autres questions, Timothée ? Oui. Est-ce qu'on peut demander à s'absenter sans passer par un PTP, juste en mobilisant son CPF ? Et dans ce cas, l'employeur peut-il refuser ? Ah oui, puisque ce n'est pas, on va dire, un dispositif. Là, c'est une convenance que vous faites avec votre employeur. Donc, cela suppose que si votre employeur vous permet de vous absenter pendant votre temps de travail pour partir en formation et qu'il vous finance votre salaire, c'est parce qu'il a envie de vous faire une fleur. Mais rien ne l'oblige à le faire. Vous savez, parce que ce n'est pas, on va dire, un dispositif qui a été légiféré. Bon, jusque-là, je n'ai pas vu d'employeur aimer autant leurs salariés pour pouvoir leur permettre de partir pendant 5-6 mois en formation, continuer à leur verser leur salaire, si ce n'est pas dans le cadre d'un dispositif où ils sont remboursés de ce salaire qu'ils ont avancé, sans compter qu'il y a le salaire, les charges sociales, voilà. Donc, si un salarié, par contre, souhaite faire sa formation, il faut, via son CPF, sans passer par le PTP, et c'est, in fine, une formation en temps de travail. Très bien, merci. Et comment financer sa reconversion professionnelle quand on est auto-entrepreneur, à l'exception du compte CPF ? On va y arriver. On va y arriver. Super. On va y arriver tout à l'heure. On ne vous a pas oublié pour les professionnels non salariés. C'est surtout au niveau des FAF, le Fonds d'assurance formation. Je vais essayer de vous apporter un peu plus d'éléments par rapport à cela. Alors, donc, quelles sont les démarches pour réaliser
un PTP, hein. Donc, élaborer un projet, monter un dossier de demande de financement, et voilà. Donc, la demande de financement se fait directement auprès des transitions pro. Élaborer le projet, identifier le projet, confirmer le projet, mobiliser Transition Pro pour pouvoir faire financer la formation. Maintenant, peut-être des questions vont s'intéresser à savoir quelles sont les formations qui pourraient faire partie d'un financement via le PTP. Si on parle d'un PTP 5, sans cofinancement, effectivement, nous sommes sur des formations qui sont obligatoirement inscrites au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Cela pourrait être aussi des formations inscrites au RS, le répertoire spécifique qui a été établi par France Compétences, ou encore simplement des blocs de compétences qui permettent d'obtenir un titre et que l'on trouve pareil sur le RNCP. Il faut que ce soit des formations de 12 mois maximum, pour que le financement soit pris en charge, ou encore des formations de 1200 heures qui pourraient être étalées sur plusieurs années. Et là, je pense notamment au Caferius. Dans tout état de cause, la certification, la formation ne concerne que l'année qualifiante. La prise en charge ne concerne que l'année qualifiante d'une formation. Je prends un exemple basique. Un master. Quelqu'un veut préparer un master. Il y a la M1 et la M2. La M1 n'est pas une année qualifiante. Ce n'est qu'une passerelle pour accéder à l'année qualifiante. Donc, de fait, la M1 ne sera pas prise, l'année du Master 1 ne sera pas prise en charge dans le cadre du PTP, puisqu'elle n'est pas une année qualifiante. Mais le Master 2, l'année du Master 2, peut faire l'objet d'une prise en charge. D'accord ? Donc, le PTP est limité. Voilà, il y a certaines personnes qui ont peut-être connu le CIF, le congé individuel de formation, qui allait jusqu'à 3 années de financement. Aujourd'hui, on est limité sur la durée des formations, mais de fait, on peut financer plus de formations pour les salariés. Donc, 12 mois maximum de formation. Maintenant, si c'est une formation, on va dire, qui a un parcours beaucoup plus long, il faudra faire appel à un cofinancement, notamment les OPCO de l'entreprise, qui pourraient effectivement financer la première année. Et quand j'entends la première année, j'entends bien sûr le coût pédagogique de la formation plus le maintien du salaire, et le PTP viendrait effectivement se positionner sur la deuxième année, l'année qualifiante, qui prendra en charge le coût pédagogique de la formation jusqu'à hauteur de 18 000 € net, plus la rémunération du salarié. Bien sûr, tout est plafonné. En termes de rémunération, si le salaire est inférieur ou égal à 2 fois le SMIC, partant de là, la rémunération sera maintenue à 100%. Si le salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, la rémunération est maintenue à hauteur de 90% pour les formations. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne les formations. Alors, c'est bon, des questions? J'ai des petites questions, Darlène. Alors, j'ai un complément d'information sur les métiers porteurs. En fait, monsieur souhaite savoir où trouver les formations qui préparent aux métiers porteurs. Ah, d'accord. Donc, c'est pareil, sur le RNCP, si vous allez sur le RNCP, vous avez la liste des métiers porteurs. Sur le RNCP, vous allez trouver aussi la liste, non seulement des formations qui accèdent à cela, donc stratégiquement, je vais identifier les métiers porteurs. J'en ai trouvé un, effectivement, qui m'intéresse. Partant de là, je vais sur le RNCP, je vais porter cette formation et à ce moment-là, je trouverai également les organismes qui dispensent cette formation. Je verrai le référentiel du diplôme, comment ça se passe, la durée, etc. Merci. Okay. J'ai d'autres questions. Dans le cadre de la formation psychologue du travail du CNAM sur 5 ans, le PTP peut prendre en charge combien d'années vu que ce n'est pas en temps plein? Alors, c'est pareil, c'est vrai que le montage du parcours de formation du CNAM est assez complexe. Ils l'ont fait souvent par bloc de compétences, mais dans tout état de cause, c'est l'année qualifiante. Et c'est vrai que le CNAM, pour voir un peu leur parcours, ils ne parlent pas de M1 ni de M2, ils parlent de blocs de compétences. Donc, financer certains blocs, on va dire, avec le CPF, mais c'est souvent l'année qualifiante, donc ça peut être, et même qu'ils n'ont pas de transition sur l'année, disons, troisième année, donc licence, je peux effectivement financer via cette année-là.
ça reste assez complexe, le financement des formations du CNAM. Sinon, il faut que le montage pédagogique puisse rentrer dans le cadre d'un PTP. Et là, il faut négocier avec eux. D'accord, merci. Et si je suis en profession libérale, comment puis-je m'assurer d'un niveau de rémunération durant une formation prise en charge? Alors, je vais revenir sur cette question tout à l'heure, hein, quand on va parler des professions, on va dire, non salariées. D'accord. N'hésite pas à me rappeler la question. Comme ça, on va rester... Ok, très bien. C'est bon? Oui. Pas d'autres questions sur le PTP? Donc, je rappelle, hein, le projet de transition professionnelle, j'ai une formation de 1200 heures étalée sur plusieurs années qui m'amène vers une certification, une unique certification qualifiante. Ce n'est pas une passerelle, donc une année, on va dire, de préparation pour pouvoir intégrer la deuxième année. Donc, les 1200 heures sont consacrées directement à la certification. Là, effectivement, je peux mobiliser le PTP. J'ai une formation d'une durée de 12 mois maximum d'affilée. Je peux également mobiliser le PTP qui prendra en charge le coût pédagogique de ma formation jusqu'à hauteur de 18 000 € net, plus ma rémunération selon plafond, soit à 90%, soit à 100%. Dans tout état de cause, la durée même de la partie pratique de ma formation ne devra pas dépasser 30% de la durée théorique de ma formation. Ou seulement si le minimum obligatoire est indispensable dans le cadre de la certification. Et si je suis en période de stage, bien sûr, ma rémunération est maintenue tout autant que je ne réalise pas ma partie pratique de stage dans mon entreprise. Si c'est mon entreprise qui reprend le relais sur ma rémunération. Si je la fais hors de mon entreprise, Transition Pro continue à financer ma période de stage au prorata de 30% de la durée totale du parcours théorique. C'est bon? On y va, je peux continuer? Alors, Darlene, une petite Bien, question. il nous reste 20 minutes. Dernière question sur le PTP, sur le pourcentage du salaire. Le calcul du pourcentage du salaire pendant la formation, c'est la dernière paye avant le début de la formation ou les 12 derniers mois? Sur les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois. C'est une moyenne. Ok. C'est une moyenne qui est faite sur les 12 derniers mois. Et c'est pour cela que lorsque vous faites votre montage de dossier, on va vous demander vos 12 dernières fiches de paye. D'accord. Et donc, après un PTP, est-ce qu'on peut reprendre sa place et son poste dans l'entreprise? L'objectif de la loi, une personne qui a terminé un PTP, n'oublions pas, vous êtes dans le cadre d'un PTP, vous êtes toujours dans l'effectif de l'entreprise, vous êtes toujours salarié, c'est juste que votre contrat de travail est suspendu pendant cette période. Vous avez fait une demande d'autorisation d'absence, cela signifie je suis absent de telle date à telle date. Par exemple, jusqu'au 19 octobre, dès lors, le 20 octobre, je retourne dans mon entreprise. C'est ça la finalité du PTP, puisque on pourrait considérer une personne, elle a fait sa formation certes, mais n'a pas trouvé encore de nouvelles opportunités de collaboration sur son nouveau métier et elle réintègre son entreprise. Maintenant, la fin de collaboration ne dépend que de vous. Votre employeur ne peut pas vous dire, bon écoutez, vous ne pouvez plus revenir dans l'entreprise, même si c'est ce qui se fait souvent. Voilà, mais c'est pas ce que dit la loi, c'est vraiment pour vous protéger. Je fais ma formation, j'évolue, et quand l'opportunité se dessinera, je vais effectivement changer de métier à ce moment-là de manière effective. C'est bon? Oui, merci. Ok. Un autre dispositif que je vais vous présenter, qui arrive également avec la loi du 5 septembre 2018, c'est le dispositif démissionnaire. Donc, dans le cadre du dispositif démissionnaire, pour pouvoir, on va dire, être éligible à ce dispositif, il faut pouvoir justifier de 3 critères cumulatifs. Être en CDI, au moment où je fais, bien sûr, mon projet de démission, pouvoir justifier de 5 années d'activité continue sur les 60 derniers mois, autrement dit 1300 jours travaillés sur les 60 derniers mois, et avoir un projet de reconversion réel et sérieux à présenter en commission. Donc, cette reconversion peut être soit un projet de formation, soit un projet de création d'entreprise. Donc, il ne s'agit pas d'un dispositif de financement. Toute personne qui souhaiterait passer par le dispositif démissionnaire, dites-vous bien, l'objectif du dispositif démissionnaire, en gros, c'est de me permettre
de me séparer de mon employeur, donc de démissionner de mon poste de travail en gardant le bénéfice de mes allocations chômage sans aucun mois de carence. Voilà la finalité du dispositif démissionnaire. Donc, je suis sûre, lorsque je démissionne, que j'aurai mes allocations chômage immédiatement quand je ferai ma demande d'allocation chômage, bien sûr, selon le calendrier de versement des allocations chômage. Par contre, le dispositif démissionnaire ne garantit pas du financement de votre formation. Okay. Donc, une personne qui aurait une formation de 12 mois maximum, qui rentre dans le contexte du PTP, il vaut mieux pour elle privilégier le PTP pour faire sa formation. Une personne, par exemple, qui irait sur un parcours de formation de 5 ans, effectivement, ou de 3 ans, le parcours, parce qu'il n'a pas trouvé de cofinancement, une formation d'infirmier, des DUXP, voilà, il serait effectivement plus judiciable d'utiliser le dispositif démissionnaire tout autant que l'employeur refuse la rupture conventionnelle, hein, puisque dans tout état de cause, la rupture conventionnelle est préférable au dispositif démissionnaire. Ensuite, concernant le dispositif démissionnaire, surtout, ne démissionnez pas avant de rencontrer votre conseiller CEP, d'accord? Sinon, on ne pourra plus rien faire pour vous. Et surtout, aussi pareil, ne pas avoir initié la formation pour laquelle vous souhaitez démissionner, ni non plus avoir déjà créé votre entreprise avant de mobiliser le dispositif. Pareil, c'est un dossier à motiver sur votre projet et à présenter en commission. Cette commission va statuer sur le caractère réel et sérieux du projet et vous donner une attestation. Et avec cette attestation, effectivement, vous inscrire à Pôle emploi pour pouvoir faire votre demande d'allocation chômage. C'est bon? Ok. Donc, le dispositif démissionnaire, je n'ai pas besoin d'avoir été dans la même entreprise pendant 5 ans. Je n'ai pas besoin d'avoir été en CDI pendant les 5 ans. C'est juste qu'entre 2 contrats de travail, il ne faut pas qu'il y ait plus de 48 heures de carence. Donc, on a pu faire des CDD, mais au moment où je fais mon dispositif démissionnaire, je dois obligatoirement être en CDI. Même si avant, donc dans les mois suivants, j'étais en CDD, il ne faut pas qu'entre 2 contrats de travail, j'ai plus de 48 heures de carence parce que je dois trouver, en tout cas quand je fais mon estimation via le site du Pôle emploi, on doit trouver 1300 jours travaillés en continu. Voilà. C'est bon pour le dispositif démissionnaire? J'ai quelques questions concernant le dispositif, Darlène. Peut-on se former en arrêt de travail, si accident de travail? Oui. Une personne qui est en arrêt de travail peut effectivement faire un PTP, par exemple. Elle peut faire une formation. Par contre, la règle est différente. Cette personne, elle devra faire une demande d'autorisation à la CPAM, notamment si elle est rémunérée par la CPAM. Concrètement, elle voit son médecin traitant qui lui donne son accord pour faire la formation. Une fois qu'elle a l'accord du médecin traitant, elle doit faire avec cet accord une demande d'autorisation au médecin de la CPAM. Et ce n'est qu'à ce moment-là, si le médecin autorise, ok, cette personne peut faire sa formation pendant son arrêt maladie. Et si le médecin refuse, bon ben voilà. D'accord. Une personne en arrêt peut faire une formation. Très bien. Et dans quel ordre organiser les étapes du dispositif? Demander le dispositif démissionnaire et ensuite demander les financements pour la formation? Ah oui, si nous sommes sur un dispositif démissionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs. Si vous êtes sur un dispositif démissionnaire, cela suppose que vous êtes salarié. Si je suis salarié, je ne peux pas contacter les acteurs qui financent la formation, puisque souvent ce sont la région ou le Pôle emploi. Et souvent, l'une des questions qu'ils posent en premier, êtes-vous demandeur d'emploi? Si je ne suis pas demandeur d'emploi, je n'ai pas de réponse. Donc, c'est un risque, en fait, de partir, à moins qu'une personne dise, moi, j'ai, par exemple, une formation, on va dire, d'infirmier. On sait que ce sont des formations qui sont prises en charge par la région. Donc, effectivement, dans un tel contexte, on pourrait se dire, ok, je démissionne, je sais que. Par contre, faisons très attention. Désormais, il y a des critères d'éligibilité en fonction de ce type de formation. Si j'étais salarié, je dois faire attention à ne pas avoir déjà fait mon positionnement via l'organisme de formation pour que mon financement soit pris en charge
par la région. Donc ça, par contre, n'hésitez vraiment pas dans ce type de formation sanitaire à contacter un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il puisse réellement rentrer dans les détails pour vous. Mais c'est vrai que souvent, partir en formation via le dispositif démissionnaire, si je n'ai pas suffisamment de droits de formation ou encore je n'aurai pas de points pénibilité, ça peut être un risque de voir que ma formation n'est pas financée ou encore je devrais la financer seule ou compléter mon CPF. Il y a des formations, c'est vrai, on est dans des contextes de métiers porteurs qui font que, oui, on a quasi la garantie qu'elles seront financées par Pôle emploi, mais au moment où je démissionne, je ne sais pas si ma formation sera réellement prise en charge, même si elle pourrait être prise en charge. D'accord? On peut avancer. Il y a énormément de questions, il me reste 10 minutes. Dernière question d'Arlène. Est-ce que si j'ai été mis en chômage partiel pendant 3 mois, je suis toujours éligible au dispositif démissionnaire? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, puisqu'elle est encore sous le bénéfice de son contrat. Très bien, merci. Ce n'est que du... Alors, n'oublions pas, hein, vous l'avez vu, hein, c'est en termes de jours. 1300 jours travaillés. Ce n'est pas en termes d'heures. Donc, que je sois pareil, une personne en CDI qui est à temps partiel ou qui est à mi-temps et qui est en CDI depuis plusieurs années, qui peut justifier de 5 années d'activité continue, bien sûr, elle peut aussi bénéficier du dispositif démissionnaire. Ce n'est pas vraiment le nombre d'heures où je travaille, c'est vraiment le nombre de jours travaillés. D'accord? Allez. On va avancer un peu. Donc, pour pouvoir mobiliser le dispositif démissionnaire, hein, vous aurez compris les acteurs qu'il faut solliciter, l'opérateur CEP, le conseiller en évolution professionnelle, puisqu'il va effectivement devoir signer votre dossier avec vous, valider le projet, vous donner les conseils par rapport à cela, que ce soit pour une création ou une formation, et aussi, bien sûr, Transition Pro pour pouvoir présenter votre dossier à la commission d'instruction et in fine Pôle emploi pour la demande d'allocation chômage. Et par ce même biais, leur faire la demande de financement de votre formation. Les dispositifs transition collective, hein, le dispositif transition collective va être un dispositif qui va permettre de financer les formations pour des salariés dont l'entreprise en fait est en difficulté ou voilà, soit le métier ne va plus exister, soit on est dans un contexte comme ça et puis qui favorise après le financement d'une formation jusqu'à 24 mois. Pour ce type de salariés, voilà, la prise en charge jusqu'à 24 mois ou 2400 heures. C'est un peu le double du PTP. Maintenant, ce sont des structures, contrairement au PTP où la demande est faite à l'initiative du salarié, dans le cadre du dispositif transition collective, cette demande est faite à l'initiative de l'employeur, hein, l'employeur qui effectivement se trouve dans une situation de difficulté, va solliciter Transition Pro qui viendra faire une réunion d'information collective au sein de l'entreprise pour présenter le dispositif aux salariés. Donc, l'employeur, bien sûr, il doit avoir un accord GEPP ou encore tout simplement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà, par rapport à cela. Donc, c'est vraiment très spécifique et c'est lié directement à l'entreprise, à la situation de l'entreprise, de difficulté de l'entreprise. Le plan de développement des compétences, hein, c'est, on va dire, une possibilité pour l'employeur de participer au financement d'une formation de ses salariés dans le cadre là. Alors, le PTP, j'ai omis de le dire, l'objectif du PTP, c'est de changer de métier ou de profession. Et cela va on va dire, justifier par les codes ROM. Donc, j'ai un métier aujourd'hui, je veux mobiliser un PTP, je dois être sûr que je vais sur un autre métier. Dans le cadre du plan de développement de compétences, on n'en est pas là au changement de métier, mais surtout à l'acquisition de compétences pour être plus performant au sein de son entreprise. Donc, effectivement, il y aura 2 types d'actions de la part de l'employeur, soit obligatoires, soit non obligatoires. Ce sont souvent des demandes qui sont faites lors des entretiens professionnels pour qu'ils puissent intégrer, on va dire, le plan, ce qu'on appelait à l'époque le plan de formation des entreprises. Alors, j'essaye d'aller assez vite pour respecter le délai qui nous est imparti, surtout qu'il y a des questions
Donc là, on a parlé voilà, la Pro A. Donc la Pro A également, pareil, hein, pour un salarié qui n'a pas encore atteint un niveau de qualification niveau 6, donc niveau licence, il peut faire un contrat en alternance. Donc son contrat va être en quelque part suspendu. Il y aura un avenant à son contrat de travail qui sera réalisé. S'il fait une Pro A, il faut qu'il reste vraiment dans la même branche d'activité que son entreprise, et ce sont les OPCO dans ce contexte-là, donc l'opérateur de compétences, qui va financer cette formation qui est en alternance. D'accord ? Par rapport à lui. Alors, l'avantage de faire une ProA pendant qu'on est salarié, c'est qu'on ne va pas être rémunéré à hauteur du SMIC, hein, comme c'est le cas pour tout contrat en alternance, mais à hauteur du salaire que l'on a à ce moment-là. Donc, la ProA, c'est pour aller sur des formations de 6 mois jusqu'à 12 mois. Voilà. Donc, ça peut être aussi intéressant d'apprendre par l'apprentissage avec un statut de salarié. Pour autant, il ne faut pas avoir atteint le niveau de qualification licence pour pouvoir y prétendre. Les autres financements, donc on va s'arrêter un petit peu sur les FAF. Il y avait effectivement la question concernant les FAF, donc les fonds d'assurance formation. Alors, il y a plusieurs FAF hein, en fonction de l'activité, de votre activité. Vous avez l'AGFIS pour tous les dirigeants des entreprises industrielles, commerciales et de services, le FAFCA également pour les entreprises artisanales, le FAFPM pour les professions médicales, le FIFPL pour les professions libérales qui ne sont pas inscrites au répertoire des métiers. Voilà, vous avez la FDAS également pour tout ce qui concerne les formations du secteur de la culture, de la communication et des loisirs. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez faire financer votre formation. Ce qu'il faut comprendre concrètement, lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre, l'URSSAF vous indique un montant à payer pour vos cotisations sociales, mais aussi pour ce que l'on appelle la CFP, c'est-à-dire la contribution à la formation professionnelle. Le règlement, donc si vous réglez votre CFP, cela va vous ouvrir des droits à la formation professionnelle continue, autrement dit, dans votre même secteur d'activité. Chaque année, l'URSSAF met aussi à votre disposition une attestation de votre versement. Parfois, vous voyez des montants très bas. Ne vous y fiez pas. Le montant qui est indiqué sur cette attestation n'est pas celui qui correspond à vos droits, mais c'est simplement un montant de CFP hein, que vous avez versé au cours de l'année d'activité. Donc, les droits que vous avez acquis au titre du CFP sont en effet bien plus élevés que cette contribution. Donc, ne vous arrêtez pas dessus pour faire votre demande auprès de votre fonds d'assurance formation pour financer votre formation. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que désormais, avec vos cotisations, vous cumulez 2 sources de financement. Donc, vous avez un petit peu plus d'avantages que les salariés. Vous avez tant le CPF, le compte personnel de formation, hein, pareil, hein, vous avez 500 €, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez contribué au CFP. Et puis, vous avez également ces droits CFP, hein, donc cette contribution qui peut être cumulée. Donc, vous avez identifié une formation, vous pouvez tout simplement cumuler les droits du compte personnel de formation et les droits de la contribution professionnelle pour pouvoir faire financer votre formation. Et maintenant, il ne faut pas quand même que il faut absolument que votre déclaration du chiffre d'affaires soit supérieure à 0 pour que vous puissiez bénéficier de la CFP, donc la contribution professionnelle. Donc, maintenant, contrairement au CPF, le CPF, vous pouvez mobiliser vos droits. Par contre, si vous sollicitez votre fonds d'assurance formation, cela dépendra de votre activité. Par exemple, si vous êtes artisan, vous avez 2 FAF. Un FAF pour la formation qui est directement en lien avec votre métier. Et dans ce contexte-là, vous devez vous adresser au FAFCA. Et pour une formation dite transversale, par exemple, une gestion comptable, que je voudrais faire une formation dans ce contexte-là, vous pourrez contacter directement le conseil de la formation CDF de votre CMA régional. Maintenant, si vous sollicitez votre fonds d'assurance formation, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous allez avancer les fonds.
Donc, il faut vraiment effectivement vous préparer pour cela. Vous allez avancer les fonds qui peuvent être cumulés avec vos droits de formation et vous ne serez remboursé que 2 à 3 mois après la fin de votre formation en présentant justement la facture de votre formation. OK? Donc, je l'ai dit rapidement, mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Dites-vous, vous pouvez cumuler, contrairement à d'autres dispositifs. Là, pour les chefs d'entreprise, les indépendants, professions libérales, on peut cumuler les fonds d'assurance formation et également mon CPF pour pouvoir financer une formation. D'accord? Donc, s'il y a des questions, il me reste 1 minute. Timothée, l'AIF, l'aide individuelle à la formation pour les demandeurs d'emploi. Effectivement, donc on peut demander à Pôle emploi de financer. L'AIF va concerner le coût pédagogique de la formation, notamment jusqu'à 3 ans de formation. La FNE, donc ce sont les formations que l'on peut financer. C'est un dispositif que l'on peut mobiliser pour les salariés qui sont placés en activité partielle, qu'elle soit longue ou courte. Voilà, on peut mobiliser ces fonds-là pour pouvoir faire financer un parcours de formation, un bilan de compétences ou encore une VAE. Donc, j'ai parlé du conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit, personnalisé, confidentiel. N'hésitez pas à solliciter un CEP en fonction de votre statut, j'ai envie de dire. Si vous êtes salarié du secteur privé, travailleur indépendant, vous serez concerné par le groupement évolution, Antea, Axis, Eval, BGE. Si vous êtes cadre, ça sera l'APEC. Demandeur d'emploi, ça sera Pôle emploi. Pour les salariés de moins de 26 ans, les missions locales et les travailleurs qui sont en situation de handicap ou le handicap est un frein à leur mise à l'emploi, le Cap emploi. Et vous pouvez bien sûr, dans le cadre de cet accompagnement, bénéficier de conseils pour pouvoir sécuriser la demande de financement, identifier celle qui serait la plus adaptée à votre situation. Dans tout état de cause, vous nous retrouvez sur notre site www.mon-du6cep.org. N'hésitez pas à passer par ce site pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Et as-tu des questions, Timothée? Oui. Vous dites formation dans le même secteur d'activité, mais si la formation n'a rien à voir avec l'activité de l'indépendant? Alors, si la formation n'a rien à voir avec l'activité et que vous êtes effectivement un artisan, dans ce contexte-là, effectivement, vous vous rapprochez plutôt du centre de formation de la CMA. Par contre, si vous voulez changer de métier, là, malheureusement, on sera uniquement sur le CPF. Vous ne pourrez pas avoir le cumul avec les droits contribution à la formation de votre FAF. Merci. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, une fois le financement obtenu par le biais du CPF ou Pôle emploi, existe-t-il un moyen pour avoir un revenu pendant la période de formation? Tu peux reprendre la question? Alors, pour un auto-entrepreneur. Il a parlé de Pôle emploi, c'est pour ça que j'ai été un petit peu... Donc, en fait, oui, il dit en tant qu'auto-entrepreneur, une fois avoir obtenu un financement d'une formation par le biais du compte CPF ou Pôle emploi, existe-t-il un moyen pour avoir un revenu pendant la période de formation? Alors, si vous avez obtenu un financement de votre formation par Pôle emploi, je suppose que soit votre activité est terminée, suspendue, ou vous l'avez réduite, et vous pouvez être accompagné par Pôle emploi. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, cela dépend de l'activité que vous avez menée, et c'est pour ça que si vous êtes accompagné par un CEP, on pourra aller plus loin, identifier votre secteur d'activité en tant que profession libérale. Effectivement, il y a certaines professions libérales indépendantes, effectivement, il y a certaines professions indépendantes où on peut bénéficier d'ailleurs des allocations chômage. Mais c'est vraiment très, très légiféré et il faut plus d'éléments que de répondre. Mais sachez que c'est possible. Maintenant, il faut vraiment identifier dans quel secteur vous êtes. Et une dernière question, l'AIF est-il plafonné? L'AIF, est-ce qu'il est plafonné? L'aide individuelle à la formation, je ne pourrais pas vous répondre malheureusement. Mais je sais que c'est sur la durée. Mais certainement, il faut voir avec Pôle emploi. C'est bon? C'est bon pour moi. Pas d'autres questions? Pour terminer sur une question où je peux apporter une réponse,
D'accord, il n'y a pas de souci, Timothée. En tout cas, je te remercie pour ta précieuse collaboration, une fois de plus, hein, et Merci la à dynamique toi. que tu as mis à m'interpeller sur les différentes questions. Je vous remercie tous ceux qui ont participé au webinaire. Je souhaite vraiment que vous puissiez trouver des solutions. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Là, j'ai donné vraiment des informations, on va dire, générales, mais en général, l'avantage, c'est qu'avec un conseiller en évolution professionnelle, nous sommes sur un accompagnement personnalisé. On prendra en compte votre situation, votre besoin pour pouvoir le transformer en projet réaliste et réalisable. Voilà. Merci Timothée, merci à tous pour votre Merci à écoute. tous et merci Darlène pour cette présentation. Bonne journée à tous. Merci.